La zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots. La France de Tango Bonsoir, de Tango 3, il 0 touché, attendez. Eh bien, bonsoir, de Conseil, bonsoir, de 200 attends, la France, en 2 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight already 401 to London Heathrow. La zone aéro. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Il est mercredi soir, 20h35, quelques minutes de retard. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine à J-7 depuis la semaine dernière. Et que tout se passe bien pour vous. On se dit déjà bonjour dans le chat, n'hésitez pas à faire coucou. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont connectés. On remercie Fingergold qui a renouvelé son abonnement pendant l'attente. 2 mois d'abonnement consécutif, merci beaucoup. On salue Oncle Steve qui est là, Lolo Radar, Flavio 66 000, Julo qui est là également, on a vu Céleste, il y a Philémon qui est là, l'équipe de la modération qui est en force, et je ne suis pas tout seul puisque les acolytes sont aussi connectés. Faut juste que je les fasse apparaître. Attendez, je vais le faire à la souris, ça sera plus simple. Ils sont là, Nico et Cynthia. Bonsoir les amis. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Est-ce que ça va bien depuis la semaine dernière, depuis la météo? On a eu beaucoup de bons retours sur la météo. Oui. Mais Pourquoi il a fait on ne mauvais devrait pas dire bonsoir. Ah ouais, good evening. C'est ça? Good evening. Good evening, Exactly. Yes, on en parlera my juste flowers après. are beautiful. Bah oui, en plus Nico il va s'y coller ce soir, en plus avec voilà, ton expérience américaine. Et puis, Bah oui, on je parle devrait américain, dire, mais je parle what pas the anglais. weather like? Laurana, c'est pas tahitien ça? Ça n'a Laurana. rien à voir. Hein. Si. Ah, en plus je le fais avec l'accent. Non mais Laurana. Sébastien, Je vais travailler là-bas. ouais, ce soir on fait des langues quand même. C'est Yaurana. Ouais, moi j'ai pas l'accent de. Good evening everybody. Free Flight il est au taquet. Voilà. Ah ouais. Il est au taquet aussi. Donc Mais je crois qu'il faut faire des cours d'orthographe aussi. Nuitive. Alors, il y a des messages perso dans le chat, je te laisse gérer. Ah oui, merci beaucoup. Voilà. Bon, alors évidemment, avant de démarrer cette émission, on vous accueille sur Twitch. Maintenant, on va vous accueillir aussi sur YouTube. Pour ceux et celles qui nous suivent sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait bien plaisir, dans la mesure où tous les replays sont accessibles sur YouTube. Il y a eu, d'ailleurs, dans les derniers replays, on peut retrouver la chef des moyens aériens de la sécurité civile qui était venue nous voir. On avait fait une chouette émission. Marie-Laure aussi qui était venue nous voir et qui a sorti un nouveau livre depuis. Et puis cette semaine là, il y a Elisabeth et Karim qu'on a eu il y a 15 jours à propos donc des fameuses petites boîtes noires dans l'aviation légère. C'était Foxtrot Aviation et le replay est désormais accessible sur YouTube. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et en plus, notre ami Julo a bien bossé puisque aujourd'hui sont aussi accessibles les podcasts. Donc toutes ces émissions-là, vous pouvez les retrouver également sur toutes les bonnes plateformes. Deezer, Spotify, Amazon Podcast, je crois qu'on est un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à aller écouter ça dans vos voitures. Des fois, c'est plus prudent d'écouter le son que de regarder la vidéo et de ne pas voir ce qui se passe devant. Je dis ça par précaution. Voilà, si vous ne connaissez pas la zone aéro, que ce soit sur Twitch ou YouTube, vous pouvez suivre en dessous. Et voilà, merci Philémon qui vient de déclencher l'alerte. Normalement, ça clignote là en dessous. Je ne sais pas si on le voit beaucoup. Si, ça clignote un peu, on le voit. Et qui reprend donc son resub. Merci beaucoup Philémon. Donc je le disais, vous voulez suivre, vous cliquez sur le petit follow sur Twitch et comme ça vous êtes prévenu dès qu'on lance le live, vous avez la notification sur votre appli et ça marche bien, ou le mail. Et si vous êtes sur YouTube, c'est la même chose, hein, vous pouvez vous abonner et vous aurez une notif dès lors qu'on aura posté un nouvel épisode de la zone aéro qui sont postés à J+14, J+15 et en règle générale vous avez la petite notif rouge, la petite pinule rouge sur l'appli qui vous prévient qu'il y a une nouveauté, donc vous pouvez aller la voir.
Pour les soutiens, vous pouvez le faire comme ce que viennent de faire Philemon, comme ce que vient de faire tout à l'heure Fingergold, c'est nous soutenir avec des petits subs. Les subs, ça se passe en dessous. C'est pareil, vous cochez. Si vous êtes abonné Amazon Prime, vous avez un abonnement d'un mois, entre guillemets, de 30 jours gratuit sur la chaîne Twitch de votre choix, donc vous pouvez l'utiliser chez nous. Il n'y en a qu'un par abonnement Prime, c'est comme ça. Il faut demander à Jeff Bezos de changer les choses, mais voilà, pour l'instant il n'y en a qu'un. Mais vous pouvez l'utiliser et c'est comme si vous aviez un abonnement classique. L'abonnement classique vous permet à la fois de ne plus avoir de pubs pendant les lives. Donc si vous avez des pubs, un petit sub, je crois que c'est 4,99 € pour 30 jours. Donc ça vous fait 4 émissions par mois à peu près. Ça fait 1 € par émission, c'est quand même pas mal. Vu les invités qu'on vous propose, je trouve. Ou sinon, si vous êtes abonné Prime, vous reliez votre abonnement à Prime Gaming et vous pouvez avoir un abonnement gratuit, venir discuter avec nous dans le chat, échanger avec les invités, bref, profiter de tout ça. Sinon, vous avez également la possibilité d'adhérer à notre compte Patreon qui fait de vous on va dire des privilégiés, et on vous propose de temps à autre des petits contenus exclusifs rien que pour vous, parce que vous faites l'effort de nous soutenir. Donc il y a plusieurs personnes qui sont abonnées régulièrement, tous les mois ils viennent, donc on les remercie beaucoup. C'est aussi grâce à tout ça que la zone aéro existe et on développe encore le concept. Je pense que peut-être que pour 2026 on pourra parler un petit peu de vol, j'en dis pas plus, mais le projet à 7,54 € en Suisse. Ah bah ouais, mais bon, je sais pas. Ils font de la conversion, pourquoi? Je sais pas. Ah ouais, c'est bizarre. Faut habiter en France, hein, mon cher Lolo. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, vous pouvez... Ah oui, 6 francs 99 avec la conversion. Ouais, c'est ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Écoutez, voilà, j'ai fait le tour. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de déposer le plan de vol de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Et comme d'habitude, on va le faire apparaître par là. Hop, il est là, le plan de vol de l'émission avec l'actualité du terminal dans un instant. On a 5 ou 6 petites news à vous partager ce soir. Et puis, évidemment, la séquence avec l'invité du jour. Vous le connaissez, vous lui avez peut-être déjà parlé, peut-être même que vous l'avez eu en examinateur. Il vous a tapé sur les doigts en disant « Non, tu parles pas anglais, ça marche pas, je te le donne pas, retourne dans ta chambre travailler ». Non, il n'est pas comme ça, mais on le verra tout à l'heure. C'est James qu'on retrouvera dans la séquence au sol et en vol d'ici voilà, une petite 10 minutes, un quart d'heure. On fera le point sur l'anglais aéronautique. Les choses ont un petit peu évolué, l'examen peut-être évolué aussi. Et donc on parlera justement de cet examen d'anglais dédié aux pilotes, pas seulement des pilotes professionnels, mais également des pilotes privés. Vous avez la possibilité de vous former à l'anglais pour parler anglais. Yes my lord, à la radio, et pouvoir naviguer à droite, à gauche, aller, pourquoi pas, aller manger un pudding avec un cup of tea de l'autre côté de la Manche. Voilà, vous pourrez peut-être à la fin de l'émission si vous travaillez bien. Donc on fera un petit point sur cet examen. Non, mais c'est pas grave. On assume. Cocorico, la zone aéro. On va se faire taper sur les doigts. Donc, point sur l'anglais aéro, l'examen FCL 055 2025, on en parlera, puis un petit atelier pratique pour rigoler tous ensemble en fin d'émission, parce que c'est aussi comme ça, on a le droit d'apprendre en s'amusant. Fin d'émission, remise de gaz, foire aux questions et le programme à venir des prochaines semaines. On reparlera de la Grande School, il y a eu quelques petites évolutions, et puis voilà, ce sera déjà le moment de nous quitter. Voilà pour le sommaire, j'espère qu'il vous plaît, il n'y en aura pas d'autres, donc... On va faire avec, et tout de suite, je vous propose d'attaquer directement par l'actualité du terminal. L'actualité du terminal, news, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Et c'est l'actualité du terminal qui démarre avec guerre de pilotes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, guerre de pilotes. Ah, alors, non, pas jusque-là, mais franchement,
Et je pense que ça aurait pu aller pas loin. Ah non, ça aurait été meilleur si c'était du combat aérien. Là, c'est vraiment du petit potin. Donc, près de l'aérodrome d'Aiguillère, donc dans les Bouches-du-Rhône, près de Salon de Provence, il y a un aérodrome qui a été au cœur d'un bras de fer politique, environnemental, juridique et financier. Quand même, là, ils ont fait la totale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par cet aérodrome? Donc, samedi dernier, il y a eu une manifestation d'une centaine d'usagers qui ont été privés de vol. Pourquoi? Parce que cet aérodrome a été fermé par arrêté municipal pour des raisons expliquant l'absence de l'exploitant d'aérodrome et un risque au niveau des installations qui n'étaient plus, on va dire, aux normes, en conformité. Et donc, ça a fait monter un petit peu en pression les pilotes, puisque dans ce problème latent, c'est un problème politique dont le maire et d'autres personnes politiques se sont engagés à restructurer le terrain et à engager des frais de 48 millions d'euros pour faire installer de l'aviation d'affaires, qui aurait amené 48 millions d'euros, à faire installer de l'aviation d'affaires sur le terrain. Mais pour cela, il fallait faire des modifications au niveau de la structure, au niveau des installations, mettre en conformité, transformer l'activité, ce qui a fait que ça a mis de côté les pilotes de ce terrain, qui se sont retrouvés à ne plus pouvoir voler. Donc l'aéroclub, l'aéroclub des avions, des ULM, des planeurs, tous ces aéroclubs se sont retrouvés privés de vol par cet arrêté municipal, et donc ils sont venus manifester pour montrer leur mécontentement. Donc 86 avions cloués au sol, et ils sont venus pour certains aussi manifester contre le tarif qui avait été multiplié par 7 pour les locations des installations et des mobiliers, puisque pour la plupart les locaux ne leur appartiennent pas, ils les louent à la municipalité. Donc ils étaient vraiment pas contents, et ils se sont plaints aussi, ils ont porté plainte, il y a eu une action en justice quand même, le procureur de la République a été saisi pour pouvoir mettre en porte-à-faux, donc je ne donnerai pas de nom de personne pour pas incriminer ou porter de mauvais propos, mais visiblement un endettement qui ne serait pas adapté et un manque de transparence sur le projet, et c'est pour ça que c'est monté au créneau et que le procureur de la République aurait été saisi. Il y a également un aspect écologique, donc puisque la plaine de la Crau, c'est une plaine connue pour son écologie, son écosystème, et donc il voulait mettre en place des protections de la nature liées à l'aviation de loisirs qui, pour certains, pollue beaucoup. Voilà, okay. Donc à suivre les événements en question et voir s'il y aura un combat au corps. On vous met pas dehors, mais on multiplie par 7 les loyers. C'est un peu ça. Sympa. Donc quand même 86 avions cloués au sol, comme il disait une des personnes interrogées. Ouais, voilà, une des personnes interrogées disait: je peux voler en tant qu'instructeur à l'aéroclub, mais mon propre avion ne peut pas voler. Et puis finalement, avec l'arrêté, on peut plus voler du tout. Donc c'est un petit peu des privations des plaisirs de l'ensemble de la communauté aéronautique. Ben oui, et puis de la formation de jeunes pilotes aussi, il faut y penser. Exactement, la plupart commencent là. Eh oui, il y a Free Flight qui nous informe, qui nous dit: quelques avions d'Aiguillère sont hébergés sur Nîmes-Courbessac, donc ils les ont déplacés le temps d'eux. C'est bon à savoir. On peut peut-être les héberger ailleurs. Allez, tous les avions chez Free Flight, hop. Allez, s'il y en a qui ont de la place, c'est le moment. Voilà. On continue, on va parler d'une enquête à Taïwan, un drame qui secoue la compagnie taïwanaise EVA Airways, puisqu'une hôtesse de l'air de 34 ans est décédée après être tombée malade à bord d'un vol long courrier entre Milan et Taipei. Elle était identifiée sous le nom de Sun. La jeune femme avait signalé un malaise durant le vol du 24 septembre avant d'être hospitalisée quelques jours plus tard, et son décès, survenu le 10 octobre, a déclenché une enquête du bureau du travail de Taoyuan pour déterminer si l'équipage ou la hiérarchie ont manqué à leur devoir d'assistance, comme c'est conforme avec le code du travail. Si EVA affirme que la réglementation sur les temps de vol, c'est-à-dire 75 heures par mois, a été respectée, des témoignages évoquent une demande d'aide qui avait été formulée et qui a été ignorée par peur de sanctions. Alors déjà épinglée à plusieurs reprises pour infraction de droit du travail, avec notamment 7 amendes qui totalisent 2,5 millions de dollars taïwanais,
La compagnie est sous pression, ça se comprend bien. Les syndicats réclament une enquête transparente et une révision urgente des politiques de santé et de congés maladie, tandis que l'autorité taïwanaise de l'aviation civile, elle, promet de vérifier le respect strict des règles de sécurité et de protection du personnel navigant. Vous voyez comme quoi il y a des règles à respecter dans l'aviation générale. C'est pas que chez nous, ces règles elles peuvent varier, mais dans tous les cas, il faut les respecter. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous êtes pilote, vous volez pour des compagnies, à droite, à gauche ou ce genre de choses, il est de votre responsabilité à vous de respecter vos amplitudes. C'est pas celle du patron. Si le patron il vous dit tu travailles, je sais pas moi, 110 heures, que vous dites bon bah ok, le patron m'a dit de bosser 110 heures, je bosse 110 heures, il y a un pépin, on va vous dire à vous, mais monsieur, vous ou madame, vous devez respecter vos amplitudes. C'est votre licence, c'est votre responsabilité, c'est pas celle du patron. Donc vous voyez, il faut prendre les choses avec un petit peu de recul et toujours réfléchir à ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire. On continue avec une exposition de Fuga Magister. On est le commandant de bord de sa vie aussi. Ouais. Alors, le Fuga Magister, eh bien oui, si vous allez près de la route de Saint-Damas de Tende, donc dans les Alpes-Maritimes, vous pouvez trouver un Fuga Magister qui a été placé il y a là quelques années quand même, dans les années 80. Ils ont fait une rénovation du site donc industriel de la laverie des minières de Valor, donc qui était un joyau industriel de l'époque, mais qui à la fin, avec la modernisation, s'est retrouvé comme une grosse verrue et quelque chose de pas très beau. Donc ils ont réhabilité le site en construisant des HLM. Et donc dans ces HLM, il y avait 12 appartements. Enfin, il y avait 12 appartements et 21 appartements, je vais y arriver, et 12 gîtes pour 2000 m². Et donc, ils ont décidé, donc plus particulièrement Thierry Valfort, qui adore les avions, a décidé de mettre un petit peu sa touche à l'événement et à la construction de cet HLM, et a décidé de faire venir un Fuga Magister qui servait de décoration et une petite pensée, une petite touche à la partie militaire qui est liée aussi à cette région. Et donc, il a installé ce Fuga Magister qui avait été mis hors de service en avril 85 et qui avait fait 3879 heures. Il a fallu le transporter par la route, donc ils l'ont découpé en plusieurs morceaux, ils l'ont reconstruit, ils l'ont reconstruit sur place, donc ça a pris 2 jours pour l'assembler, et il a plus de 3 mètres de haut, donc on le voit en suspension, un petit peu comme ça, il a fallu des grues pour le fixer, et il disait que c'était vraiment quand même quelque chose d'exceptionnel de voir cet avion posé au milieu de rien, sur une montagne, à côté de plein de bâtiments, et souvent les touristes ne comprennent pas pourquoi il y a un avion positionné là, et donc ils le prennent en photo, même certains s'aventurent à monter jusqu'à la structure, donc ils disaient que ça les inquiétait un peu et qu'ils voulaient sécuriser le site parce que malgré tout depuis des années des gens essaient d'y aller et la structure se fragilise avec le temps. Donc si vous passez dans ce coin là, je vous invite à aller voir ce petit Fuga Magister. Je trouve ça assez original de trouver un Fuga Magister au milieu de rien, comme ça, dans la montagne, à côté de HLM, c'est quand même assez original. Ok. Eh ben merci beaucoup. On continue. Ça va plaire à Lolo Radar, ça, et à nos amis suisses. Du nouveau à la Tour de Genève, puisque Genève Aéroport franchit une étape décisive dans la modernisation numérique avec le déploiement du tout nouveau système de gestion des opérations aéroportuaires. On l'appelle l'AOS. Il est développé par CITA, la société genevoise leader mondial des technologies de transport aérien, et l'objectif, c'est de fluidifier le parcours passager, optimiser chaque ressource et préparer la plateforme à accueillir pas moins de 20 millions de voyageurs d'ici 2030. Vous vous rendez compte du step-up de l'aéroport. Grâce à une salle de contrôle virtuelle qui va intégrer en temps réel les mouvements d'avion, les comptoirs d'enregistrement, les portes d'embarquement, la gestion des bagages, l'aéroport va devenir une sorte de modèle d'efficacité pour les hubs européens de taille moyenne, puisque l'aéroport est quand même de taille moyenne. Puis la généralisation du self-bag drop, donc vous savez, le système d'enregistrement automatique où on dépose soi-même ses bagages. La satisfaction des passagers a bondi de 70%, preuve qu'il y a un impact concret de cette transformation.
Et situé sur une empreinte urbaine contrainte et dotée d'une seule piste de 3900 mètres, Genève doit miser désormais sur l'innovation plutôt que sur l'expansion. Ce virage numérique s'inscrit dans un programme qu'on appelle CAP 2030 qui va viser à faire du site une plateforme multimodale connectée à la fois au rail et à la route. Et c'est une métamorphose stratégique pour maintenir à la fois sa compétitivité internationale tout en respectant les exigences environnementales qu'on doit respecter aujourd'hui et les limites physiques de son territoire qui est enclavé d'ailleurs entre à la fois le Jura, on va dire, de l'autre côté, et puis le côté du lac Léman, et avec la France à proximité. Voilà. D'ailleurs, pendant qu'on est en Suisse, on va rappeler que notre ami Éric Gourlin fait une conférence sur le Concorde à Payerne. On en a parlé la semaine dernière, et c'est sur inscription. Il ne faut pas se pointer là-bas comme ça en disant « Ok, il faut s'inscrire ». Il y a quelques inscriptions qui sont encore disponibles. Donc allez y faire un tour. Éric Gourlin à Payerne, conférence sur le Concorde début novembre. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà pour les infos du côté suisse, du côté helvétique. Et on continue avec une alerte au ballon. Mais quel type de ballon? Et oui, alors là est la question. Quel type de ballon? Eh bien, ces types de ballons, c'est des petits ballons météorologiques. Donc, pourquoi une alerte au ballon? Vous allez me dire, les ballons météorologiques, on en utilise souvent. Pourquoi là, il y aurait une alerte? Pourquoi ça dérangerait l'aéroport et les pilotes? Eh bien, je vais essayer de bien le prononcer. C'est l'aéroport de Vilnius, donc près de la capitale lituanienne, donc en Lituanie, qui s'est retrouvé avec une alerte au ballon. Donc ils ont dû stopper les vols. Il y a quand même une majorité de vols qui ont été déroutés et pour certains voire même annulés. Il y en a un qui venait de Helsinki qui a été complètement annulé. Et donc il y a eu 30 déroutements vers Kaunas, donc Kaunas qui est une ville en Lituanie. Ce n'est pas un gros mot, je précise. Et donc ils ont dû dérouter tous ces avions à cause de ces ballons. Et ces ballons, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le ciel? Eh bien, tout simplement, ces ballons ont été lâchés par des contrebandiers avec des paquets de cigarettes biélorusses au bout. Et en fait, tout simplement, ils les faisaient passer par l'intermédiaire de l'aérien, de ces petits ballons, pour pouvoir la récupérer de l'autre côté pour éviter les gardes-frontières et les douanes. Et pour tout simplement les revendre, ou bien les consommations pour certaines personnes, puisque certains venaient carrément de l'autre côté, ils faisaient passer les petits ballons et ils les récupéraient de l'autre côté pour leur consommation personnelle dans les familles. Donc c'est quand même assez surprenant d'avoir ce trafic, et en plus que c'est déclenché quand même une alerte et dérouté autant d'avions. Et bien pourtant, c'est pas si anodin que ça, parce que ça arrive très régulièrement. Maintenant, il y a même le système de drone qui fait carrément des livraisons de colis. C'est un peu le Amazon de la contrebande, et il livre les colis carrément de l'autre côté de la frontière pour éviter qu'il y ait on va dire une mesure contrebandière et que les produits soient interceptés. Donc ça a quand même tout ça a un impact, puisqu'il y a quand même eu toute une nuit d'arrêt, et l'aéroport a réouvert à 4h50 heure locale, donc à peu près 3h50 heure de Paris. Ok. Oui, c'est vrai. Hein. On a entendu parler d'ailleurs de crash de drones de livraison il n'y a pas très longtemps. Bon, c'est pas très étonnant, et le plus il y en aura, le plus il risque d'y avoir de pépins. Donc voilà, ça va avec, il faut le savoir. Hein. Il n'y a pas de système parfait. Et après, il y en a certains qui conspirent un peu, qui disent que c'est les Russes qui l'ont fait exprès d'envoyer ces petits ballons parce que justement, ils voulaient embêter tout le monde. Mais bon, ça c'est plus le côté conspiration, donc j'évoquerai pas trop le sujet. Méfiance. Exactement. On termine, et je vais vous parler un petit peu d'aviation d'affaires avec le Global 8000 de chez Bombardier, puisque le constructeur canadien a frappé fort pour l'ouverture du salon NBAA 2025, le National Business Aviation Association. C'est une sorte de salon du Bourget, si vous voulez, de Las Vegas, mais dédié à l'aviation d'affaires. Et ils ont dévoilé les dernières avancées du Global 8000, qui est attendu en service d'ici la fin de l'année, donc c'est très très proche. Le jet d'affaires, c'est un jet d'affaires déjà ultra long courrier,
donc imaginez, qui devient officiellement l'avion civil le plus rapide depuis le Concorde, avec une vitesse maximale de Mach 0,95 et une vitesse de croisière de Mach 0,92. Donc si cette performance impressionne, elle se fait toutefois au détriment d'une partie de l'autonomie, ce qui est logique, le plus on va vite, le plus on consomme, qui est annoncé pour 8000 miles nautiques, ce qui fait environ 14 000 km. L'appareil avait déjà marqué les esprits en 2021, et on en avait parlé dans la zone, en franchissant le mur du son lors de vols d'essai qui étaient accompagnés par un F-18 de la NASA. Et Bombardier annonce également une commande ferme du jet par la société suisse, encore nos amis suisses, Comlux, qui est spécialiste des vols long courriers haut de gamme et qui prévoit d'ajouter le Global 8000 à sa flotte dès 2026. Avec cette double annonce, Bombardier consolide évidemment sa position face à Gulfstream et à Dassault dans la course de vitesse et au prestige dans l'aviation d'affaires. Voilà pour les informations de ce soir. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas, dites-le dans le chat et on revient dessus. Voilà, Nico, Cynthia, quelque chose à rajouter? Ah, ben, je vais m'en acheter 2. Eh ben écoute. Ouais, prends un troisième pour moi, si on peut avoir un prix de gros. Je vous laisse parce qu'à mon avis, vu ce que ça doit consommer, ça va être sans moi. Je me retire. Bien, bah écoutez, on a terminé l'actu pour ce soir. Je pense qu'il est temps pour nous de nous diriger, alors peut-être pas outre-Manche, parce qu'on va rester quand même en France, mais on va parler d'anglais. C'est le thème qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et pour parler anglais, Nico, Cynthia, vous serez d'accord, qui... And now, ladies and gentlemen, we're going to introduce Mr. James Emery just after Yes. our Ready for fabulous show. jingle. Let's go. Au sol et en vol, voici le thème de l'émission du jour. Normalement, on devrait le retrouver, il devrait apparaître, si tout va bien. Oui, non? je suis sûr qu'on a déjà fait 10 fautes, là. On a déjà fait 10 fautes? Tu crois? Non? Alors attendez, parce que du coup, James, il apparaît pas, je sais pas pourquoi, mais normalement, il doit nous entendre. Je vous entends. Ah! Donc on a le son, il nous C'est manque parce qu'il juste... faut l'acclamer. Ouais. Il faut l'acclamer et donner des petits émotes dans le chat. Il a besoin de son public. Bah, Là. je... Non, non plus. Bougez pas. Allez-y. Hein. Moi, je fais le réglage. Hop. Mais écoute, James, on ne te voit pas, mais on t'entend. On est Ah ravis bah, de ça, on t'entendre. m'entend déjà, c'est bien. J'avais peur que vous pensiez que l'histoire des ballons de connasse m'avait trop gonflé et que je m'étais cassé. Mais Non, c'est bon, ça y est, on l'a retrouvé. Voilà. Ça y est, t'es à l'antenne. You Donc, on air. Ça t'a remonté, ça t'a donné de l'air un peu. En effet, tout à fait. Bonsoir, Bon, James. bah, bonsoir à tous. Merci d'être venu dans la zone aéro parce qu'on a beaucoup de choses à parler ce soir. Hein. Effectivement. Alors, juste, on va faire comme d'habitude la petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et d'ailleurs, ils devraient te connaître s'ils veulent apprendre l'anglais. Est-ce que tu peux nous refaire un bref historique de ton parcours et de Ling Aero? Voilà, donc en fait, je gère le site web Ling Aero depuis sa création en 2015. Donc c'est un site qui a commencé en tant que simple site de révision gratuit pour la communauté aéronautique. Et au fil des années, j'ai développé un petit peu son contenu pour proposer différents services, dont des formations d'anglais aéronautique pour des pilotes, mais pas que pour des pilotes. On fait aussi des agents AFIS, on fait les mécaniciens, on fait les équipages au sol, on fait tout un éventail de public. Et en plus de ça, on est devenu depuis quelques années aussi centre d'examen pour le FCL 55. Donc on est en mesure aussi de vous faire passer l'examen FCL 55 aussi bien en présentiel qu'en visioconférence. Voilà. Ça, c'est très pratique, il faut le dire. Tout à fait. Et c'est une solution qui nous a bien dépanné pendant le Covid d'ailleurs et qui est restée parce que finalement, les gens ils se sont rendus compte à quel point il était pratique que de pouvoir faire le test de chez soi sans sortir de la maison. Et ben voilà, c'est une solution qui est restée un peu, qui est entrée dans les mœurs un peu pendant le Covid et qui est restée finalement après. Et voilà, donc Ling Aero, voilà pour la petite histoire du site Ling Aero. C'est que des tests que vous faites en ligne ou tu fais aussi de la formation en visio?
Alors, on fait aussi des formations. Donc, en fait, la plupart de nos clients, quand ils viennent, soit ils viennent, ils passent juste un test et puis on leur délivre le certificat qui va bien. Ou sinon, on peut aussi proposer des petits packs ou des petits stages de remise à niveau avec un test à l'issue. Donc, on a tout un éventail de solutions selon les besoins des clients qui nous contactent. D'accord, ok, très bien. Nico, Cynthia, vous voulez démarrer? Parce que moi j'ai plein de questions. Mais moi j'avais demandé comment il s'était retrouvé là, comment ça t'est venu l'anglais aéro, parce que ça aurait pu être de l'anglais basique, pourquoi l'anglais aéro? Est-ce que tu aimes passer aéronautique? Effectivement, en fait, au début, j'étais pas du tout dans le domaine aéronautique. Hein. J'avais fait une école de traduction en Angleterre. Il y a une quinzaine d'années, un peu comme l'ISIT à Paris, pour ceux qui connaissent. En fait, j'ai fait une école un peu similaire à ça en Angleterre. Et puis, à la fin de mes études, en fait, je suis venu m'installer là où j'habite toujours, hein, à Bordeaux. Et j'ai eu l'idée en 2012 de me lancer dans la formation PPL parce que en fait, l'aéronautique, ça avait toujours été quelque chose qui me passionnait. Et du coup, en fait, j'ai commencé mon PPL en 2012 dans une école dont certains se souviennent peut-être, qui s'appelait à l'époque Aéropilote. C'était une école qui avait des centres un petit peu partout en France, et c'était une des toutes premières écoles en fait à faire une formation, on va dire PPL, soi-disant professionnalisée, dans le sens où c'était pas comme un aéroclub, il y avait des instructeurs salariés à plein temps, ils avaient en fait un réseau de centres un petit peu partout en France, et malheureusement au bout de 6 mois de ma formation de PPL, en juin 2012, l'école Aéropilote a fait faillite, comme l'a fait comme l'ont fait beaucoup d'autres écoles qu'on connaît, et finalement j'ai poursuivi ma formation en aéroclub, et en fait dès que je suis entré à l'aéroclub, il y avait des gens dans le club en fait qui projetaient en fait de passer leur test FCL 55, et en fait même si l'anglais est ma langue maternelle, en fait, j'ai appris l'anglais aéronautique un peu en deuxième langue, dans le sens où je parlais anglais, mais j'avais pas du tout le vocabulaire nécessaire. Donc, j'ai commencé déjà à me renseigner, moi, pour voir comment ça se passait côté DGAC. Et puis, j'ai développé petit à petit des exercices pour des membres de l'aéroclub, parce qu'en fait, à l'époque où j'ai commencé, en fait, la seule solution pour avoir son FCL 55, c'était d'aller passer le test FCL 55 de la DGAC, qu'on appelait autrefois aussi le FCL 1200 à l'époque de la JAA, et qui avant s'appelait, pour les anciens, ils vont se souvenir aussi de l'examen qui s'appelait la QRI, ou la qualification de radio internationale. Et en fait, j'ai commencé à créer des supports de cours que j'avais en interne, et en fait, au fil des années, en fait, je me suis constitué une petite base de supports, et pour les partager dans un premier temps avec les membres de mon aéroclub, donc l'aéroclub d'assaut sur le terrain de Socats à côté de Bordeaux. En fait, j'ai commencé à partager mes supports en ligne, et puis un jour, en fait, ça m'est venu comme ça, en fait, c'est complètement par hasard, je m'ennuyais un peu à la maison, et je me suis dit, comment je peux faire pour m'occuper aujourd'hui? Du coup, j'ai créé en fait une chaîne YouTube à l'époque qui s'appelait Lingairo, et en fait, j'ai commencé à charger en fait les petits enregistrements que je m'étais fait pour la formation des gens de l'aéroclub. Et puis un jour, j'ai eu l'idée de rajouter en plus le texte qui allait avec. Donc au tout début, en fait, il y avait juste le texte qui était dans les commentaires sur YouTube. Donc il fallait qu'on ouvre la rubrique commentaires en même temps qu'on lisait la piste audio. Et puis en fait, j'ai créé un site web un petit peu plus tard où c'était vraiment un site très artisanal, où j'avais tout codé à la main avec HTML artisanal, quoi. Et en fait, j'étais super content de moi parce que j'avais réussi à faire en sorte que quand on cliquait sur le bouton, il y avait le texte qui s'affichait et qui disparaissait en fonction de ce qu'on voulait faire. Donc au début, donc 2015-2016, le site Lingairo a commencé comme ça, et puis voilà, petit à petit, j'ai commencé par différents partenariats à proposer tout un éventail de solutions allant du simple passage de tests à des stages, plus des tests. Et maintenant, j'ai la chance de travailler avec beaucoup d'ATO en France, notamment, un petit peu partout, où on fait les petits stages de remise à niveau dans les écoles. Et après, j'ai la chance d'aller aussi dans beaucoup d'aéroclubs. Et je trouve que c'est important de continuer à être présent dans les aéroclubs parce que Lingairo, en fait, est né d'un aéroclub. Est né d'un cours que je donnais dans un aéroclub.
Et l'approche que j'adoptais dans l'aéroclub, c'est la même approche que j'essaie d'adopter maintenant dans tous les cours que je fais. C'est-à-dire de rendre le sujet un petit peu accessible, parce que avant que je commence, j'avais un peu l'impression que on présentait l'anglais aéronautique comme étant quelque chose de complètement inaccessible et qu'il fallait absolument qu'on achète l'encyclopédie d'anglais aéronautique qui était épaisse comme ça, avec 15 000 pages, des listes de vocabulaire, des tableaux de conjugaison, alors qu'en fait, ce qui est important dans l'anglais aéronautique, et c'est l'approche que j'utilise encore, c'est la communication. À un moment donné, apprendre des listes de vocabulaire, c'est bien, mais il faut aussi qu'on sache prendre la parole. Et si on est trop théorique dans son approche, finalement, les gens ils finissent par s'endormir. Voilà. Ok. Ouais, c'est un peu comme avoir des outils puis pas savoir bricoler, quoi. Ouais, c'est un peu ça, oui, exactement. Mais alors, tu disais que tu es passionné d'aviation avant même de faire tes études, là, tu disais. Et comment tu vivais cette passion, du coup? Alors, gamin, si je remonte un petit peu dans l'histoire, quand j'étais à l'école primaire, j'avais un ami, c'était mon meilleur ami à l'époque, je devais avoir 8 ou 9 ans, et il avait je crois que c'était son oncle qui avait son PPL, et qui volait sur un Cessna 172 qui était basé à l'époque sur le terrain de Goodwood. Goodwood qui est assez connu aussi parce qu'il y a des Spitfire qui sont basés là-bas. Il y a une école d'ailleurs dans le sud de l'Angleterre à Goodwood. Et en fait, son oncle, je crois que c'était son oncle qui avait un avion. Et lui, en fait, il n'arrêtait pas de me parler d'avion. Et du coup, un jour, je suis allé chez lui et j'étais émerveillé devant ce qu'il avait chez lui, qui était un des tout premiers simulateurs de vol sur PC. Il avait donc son PC sur Windows 3.11. Parce que je pense qu'il y en a certains qui se souviendront même pas de Windows 3.11, mais mon pote à l'époque, il avait Windows 3.11 et il avait Flight Simulator 5 à l'époque. Donc c'était Flight Simulator 5 qui marchait sous MS-DOS. Il fallait qu'on ouvre en fait avec un truc il fallait taper la commande dans MS-DOS pour lancer le truc. Et en fait, les avions étaient vraiment des plus basiques, quoi. C'était des trucs un peu, c'était que des carrés avec très peu de couleurs. Et en fait, le tableau de bord se résumait à une manette des gaz, un badin et peut-être un altimètre si on avait de la chance. Et à l'époque, on n'avait même pas de manche. En fait, on faisait tout avec le clavier de l'ordinateur. Donc, on pilotait avec les petites flèches sur le clavier de l'ordinateur. Donc, en fait, j'ai commencé comme ça. Et puis, au fil des années, j'ai continué à faire un petit peu de simulateur de vol et j'ai fait aussi un petit peu de simulation en réseau. Donc certains doivent connaître aussi les réseaux de simulation de contrôle aérien, en fait, où on a un serveur et on se connecte en fait soit en tant que pilote, soit en tant que contrôleur. On a un logiciel spécial radar en fait qui permet de faire ça. Et en fait, c'est un réseau de passionnés où certains jouent le rôle du contrôle et d'autres jouent le rôle de pilote. Et l'idée en fait, c'est qu'on apprenne tous les procédures de la manière la plus réaliste possible pour après simuler un peu les procédures de contrôle, les approches, les départs, etc. Et de l'âge de 13-14 ans à l'âge, on va dire, de 24-25 ans, j'ai fait beaucoup d'heures de simulation de contrôle en ligne aussi. Et puis voilà, donc, et quand j'ai eu l'opportunité en 2012 en fait, c'était ma grand-mère qui m'avait offert quelques cours pour commencer, parce que ça faisait des années que je parlais de la possibilité de le faire. Et puis après, finalement, c'est ma grand-mère qui m'a offert quelques heures, qui m'a finalement poussé à le faire. Voilà, donc en fait, c'est né de plusieurs années passées en tant que geek devant mon ordinateur, en train de simuler les vols sur les avions en ligne et de faire du contrôle aérien simulé en ligne. D'accord. Ah, c'était motivant à l'époque, hein. Piloter avec les flèches du clavier, on était motivés. Hein. Ah oui, on était motivés. Et puis je me souviens de la toute première fois que j'ai eu mon manche, j'étais tout content parce que je pouvais enfin piloter un peu comme un vrai pilote, quoi. Et puis après, j'ai même eu à l'époque, c'était un des premiers manches mais style volant, et il y avait des palonniers assortis aussi qui allait avec. Je me souviens, j'avais ça, et puis on avait les petites manettes qu'on accrochait à son bureau avec une espèce avec une vis, avec une vis, ouais. Puis après, on pouvait piloter comme sur un vrai avion, quoi. C'était super. Il y a quelques réactions dans le chat, tu vois déjà. Ça commence. Il y a 0K, alors qui dit: est-ce qu'on peut réussir son FCL avec un accent de Perpignan? Je demande pour une connaissance. Alors, très bonne question.
c'est une très bonne question, celle de la prononciation, puisque souvent, et ça se généralise un peu dans les écoles de pilotage aussi, j'ai l'impression, il y a beaucoup d'idées reçues sur la manière dont on évalue les tests d'anglais. Et surtout parce qu'en France, surtout quand on apprend l'anglais, on a vraiment la culture de taper sur les autres. Et c'est pour ça que ceux qui ont fait le collège ou le lycée en France, souvent ils en gardent de très mauvais souvenirs, parce que justement, quand ils essayaient de parler, on va dire, bien, avec un accent un peu plus authentique, tout le monde se moquait d'eux. Du coup, en fait, ça les a un peu vaccinés, donc du coup ils ont plus envie de parler, parce qu'ils se souviennent encore de l'époque où les gens ils se faisaient taper dessus par les camarades de classe, parce que soi-disant ils avaient un accent trop authentique. Donc, et du coup on a cette idée, je sais pas d'où elle vient d'ailleurs, que pour parler anglais il faut avoir un accent parfait, où il faut que son accent sonne comme celui d'un natif, ce qui n'est absolument pas le cas. Okay. Nous, ce qu'on note dans un test FCL 55, parce qu'on parle souvent de test FCL 55, FCL 55 c'est juste la réglementation européenne. L'organisme qui nous impose les critères d'évaluation, c'est l'OACI. C'est l'OACI qui a inventé la fameuse grille avec les 6 critères. Et en prononciation, on ne note pas le fait d'avoir un accent étranger ou pas. Ça, c'est pas le problème. Ce qu'on note, c'est la clarté du discours. C'est-à-dire que, est-ce que sa langue maternelle interfère avec la compréhension? Est-ce que ça peut, le fait d'avoir un accent donné, que ce soit d'ailleurs un accent français, italien, ou voire même un accent régional britannique trop prononcé, comme un écossais par exemple, est-ce que le fait d'avoir un de ces accents-là peut engendrer des problèmes de compréhension? C'est surtout ça la question. Et souvent, on est trop obsédé par l'idée d'avoir un accent qui sonne anglophone. Alors que ce qui est important, c'est d'avoir un accent qui soit neutre, au moins en tout cas le plus neutre possible. Dans le sens où, quand on parle anglais à la radio, j'ai envie de dire que 80 ou 85% des échanges radio qui ont lieu en anglais ont lieu entre deux personnes qui ne sont pas de langue maternelle anglaise, justement. C'est un Allemand qui parle à un Espagnol, c'est un Italien qui parle à un Espagnol, c'est un Hollandais qui parle à un Portugais. Donc, en fait, le tout, c'est d'avoir un accent qui soit neutre. Et le fait d'avoir un accent régional, finalement, n'est pas problématique en soi. Mais officiellement, quelqu'un qui a un accent, par exemple, je sais pas moi, écossais très prononcé, ne devrait pas obtenir le niveau 6 en prononciation, parce que on pourrait estimer qu'il n'est pas compréhensible pour la communauté aéronautique. Donc voilà, même si, je sais que la question c'était un peu une blague, mais la réponse sérieuse à cette question, c'est ça, c'est que nous, ce qu'on note en fait, c'est pas l'accent, c'est la clarté de la prononciation. D'accord. Alors, que dire à Flavio qui dit on a recalé le niveau 5 à cause d'un accent anglais trop français? C'est possible? Alors, justement, un accent anglais trop français, il faut savoir ce que ça veut dire. Et ce que je veux dire, c'est que si sa façon de prononcer les mots est trop influencée par le français, ça peut brouiller un peu le sens de ce qu'on essaye de dire. Donc, à partir du moment où l'accent, quelque part, nous brouille l'écoute, c'est là que ça peut être problématique. Dans le sens où, si ça modifie ce qu'on essaye de dire, effectivement, ça peut avoir un effet sur la note en prononciation. Le problème, c'est que souvent, quand on explique ça aux élèves après un test, certains examinateurs, peut-être, ne l'expliquent pas assez clairement pour transmettre le message qu'ils veulent transmettre. Parce que c'est pas parce qu'on a un accent français, italien, ou tout ce qu'on veut, qu'on n'a pas un niveau 5, c'est parce que sa langue natale interfère avec la clarté. Bon, je donne un exemple. Exemple très classique. Est-ce que je peux partager mon écran? On avait parlé de partager. Normalement, on doit pouvoir. Il faut que je switch. Tac. Okay. Non, c'est pas ça. C'est pas le diapo, c'est ici. Ok. Donc je vais essayer de partager, parce qu'en fait ce que je voulais faire, c'était mettre
Attends, je vais mettre mon petit... Ouais. Voilà, je vais mettre mon Faudra petit... peut-être que je repartage. Voilà. Donc, alors, attends, du coup, si je fais ça, normalement, je devrais pouvoir afficher mon tableau blanc. Alors, donc, parce que je veux donner un exemple assez concret de ça, c'est quelque chose que j'entends assez souvent. Alors, est-ce que c'est celui-là? Voilà. Normalement, voilà, c'est ça, j'ai mon truc. Donc, je vais donner un exemple tout simple. La hauteur. Je vais parler de la hauteur. La hauteur s'écrit comme ça. Ok. Donc, si je prononce ce mot-là comme ça, 8. Ça, j'ai envie de dire 3 fois sur 4, les candidats qui viennent au test, quand ils doivent prononcer ce mot-là, ils prononcent 8. Sauf que le problème, c'est que si je prononce 8 comme ça, là, je suis carrément en train de modifier le sens du mot. Donc, pour un anglophone qui n'a pas l'habitude d'entendre parler un français, il va penser qu'on parle du numéro 8. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'une erreur de prononciation, dans le sens où sa façon de prononcer modifie carrément la signification du mot. Par contre, si je prends un autre exemple, ce mot-là, bien souvent, les francophones, ils vont prononcer ça instructeur ou instructor. Donc le son U va être prononcé plus comme le OU en français. Instructor. Là, on entend qu'il y a effectivement un accent français dans la prononciation, mais il n'y a pratiquement pas de risque d'ambiguïté. Donc ce qu'il faut voir dans la prononciation, c'est comment est-ce qu'on peut limiter l'ambiguïté telle qu'elle peut être engendrée par des problèmes de prononciation. Et ça, c'est vraiment la différence que j'essaye de marteler ici. C'est pas parce qu'on a un accent français qu'on n'a pas un niveau 5 ou un niveau 6, c'est parce que sa façon de prononcer certains mots modifie le sens de ce qu'on essaye de dire. Voilà. D'accord. Alors, ok, comment alors dit- du coup, comment comment il aurait fallu eight, prononcer eight. 8 ou 8? C'est ça? 8. Donc là, tu as donc La le hauteur. mot ici qui veut dire hauteur. Donc pour dire hauteur en anglais, on prononce height. 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 On prononce height. Et si on veut dire le numéro 8, on dit 8. Eight. Ouais. Height et 8. Donc là, voilà, on est carrément dans la modification de la signification du mot. D'accord. Donc ça, Donc, en c'est fait, vraiment une on- différence très importante à souligner. C'est que voilà, nous, on note pas un accent, on note la clarté de la prononciation. C'est surtout ça qui est important. Ok. Il y a des réactions aussi. Moi, je pense Strifflet, que- par exemple, il dit: mon dernier prof d'anglais est parti en dépression. Bon, ça. Bon. Et moi, je pensais au grand classique, le 3 et le 3. Ça, c'est encore autre chose. Donc ça, il faut savoir que l'OACI, quand ils ont conçu les exigences en matière de langue anglaise, bon, j'ai plus la date exacte en tête, mais c'était autour de 2009, je crois. Si quelqu'un peut me sortir la date exacte avec ChatGPT ou quelque chose, mais c'était autour de 2008-2009. Quand ils ont créé ça, ils ont aussi émis des recommandations, justement, pour réduire les incompréhensions à la radio. Et ils ont dit que certains chiffres devaient être prononcés d'une certaine façon. Donc, par exemple, effectivement, 1 c'est 1, 2, et effectivement, le numéro 3, on était censé dire 3 au lieu de 3. Pourquoi? Parce que certaines nationalités, dont les Français notamment, ont du mal avec le TH, avec le th. Donc, pour que ce soit plus clair, ils ont remplacé ça par 3. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que certains Irlandais prononcent déjà tree de cette façon, de toutes les manières. Donc, il y a même des natifs anglais qui disent tree au lieu de 3. Donc, Ils roulent des airs, des fois même. Oui, tout à fait. Un autre exemple, le numéro 5, on est censé prononcer five avec un F.
justement, pour que le son soit un peu plus marqué et qu'on ne le confonde pas avec le numéro 9, par exemple. Parce qu'à la radio, quand on parle rapidement, le 5 peut être confondu aussi avec le 9. Et en fait, ça vient un peu du même raisonnement que ce qu'on a en français. Certains ont dû remarquer que souvent, quand on dit le numéro 1 tout seul à la radio en français, on dit unité. Et la raison pour laquelle on dit unité, c'est exactement la même raison, c'est parce que le son 1 n'est pas un son très distinct. Et donc, pour éviter qu'il y ait de l'ambiguïté là-dessus, ils préconisent qu'on dit quand on doit énoncer le chiffre 1 tout seul, on dit unité. Voilà. Pour le 9, pour le 9 de langues différentes. Et le 9, pareil, en fait, pour bien faire la distinction. On a rajouté ER, non? Non, voilà. C'est pour éviter la confusion entre 5 et 9. Voilà. Ok, on salue Mélène 208 qui vient d'arriver et qui nous a salué en anglais, bravo. 0K qui nous dit très sympa les vidéos avec les erreurs courantes faites par les pilotes francophones. On en reparlera peut-être tout à l'heure de ça. Oui, on va peut-être en parler un peu aussi. Ouais. Et Philémon qui pose cette question, tu estimes à quel investissement en temps et en durée pour passer d'un C2, alors on peut peut-être expliquer ce que c'est que le C2, à un FCL 55 juste pour la marche technique? Alors, bonne question. Et c'est là en fait qu'on rentre un petit peu dans le côté technique de la chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que FCL 055 en soi n'est pas un examen. C'est un texte réglementaire. Le HASA dit qu'il faut passer un test de langue. Mais ce sont les États membres, eux, qui décident la manière dont on procède au test. Donc, d'un endroit à l'autre, on a des centres d'examen agréés, mais qui proposent des types de tests ou des types d'épreuves qui sont très différents les uns des autres. Donc, selon, on va dire, la technicité de l'examen qu'on va passer, ça nécessite plus ou moins de préparation. J'ai envie de dire que quelqu'un qui a un niveau C2 en anglais, il va juste s'agir d'apprendre vraiment les bases de l'anglais aéronautique. Et ce que j'entends par là, c'est que les tests tels qu'ils sont conçus maintenant en 2025 sont beaucoup plus basés sur la communication en anglais général, mais dans un contexte aéronautique. Donc, il faut apprendre le vocabulaire spécifique à ce domaine. Le cas classique, c'est surtout le cas de ce qu'on appelle en France, parce qu'en France, on aime bien raisonner que par des sigles, c'est le FCL 55D. Et ceux qui préparent les EPLU, je ne sais pas s'il y en a dans le chat qui préparent les EPLU, on leur a certainement demandé justement de présenter le certificat EPLU, FCL 55D, pardon, qui est en fait un test spécifique à l'IFR. Donc on se retrouve dans une espèce de paradoxe où on a des pilotes qui n'ont encore jamais volé en IFR et on leur demande de passer un test spécifique à l'IFR. Ouais. Donc, selon l'endroit où on passe le test, ça peut être plus ou moins compliqué. Nous, au test Lingaero que nous on fait, notre test, c'est de l'anglais général à 95%. Et on a un petit exercice radiotéléphonie, tout simplement pour dire qu'on a fait de la radio IFR. Mais nous, en fait, notre test porte à 90%, 95% sur l'anglais de communication aéronautique, parce que, en fait, on estime que l'anglais aéronautique, en général, on l'apprend pour les fois où la phraséologie standard ne suffit pas, parce qu'il n'existe pas une phraséologie standard pour tous les cas de figure. Donc, en fait, selon la technicité du test qu'on va passer, ça va nécessiter plus ou moins de préparation. Je donne un exemple. À la DGAC, le test IFR qu'on passe à la DGAC est axé quasiment que sur les thèmes de pilote de ligne. Moi, je me souviens, à l'époque où moi j'ai passé mon FCL 55D, c'était avant que la DGAC accepte les certificats étrangers pour le niveau 6. Donc, je suis allé dans le centre d'examen d'Orly. Et moi, j'avais un simple PPL et à peine 100 heures de vol. Je me présente à l'examen, et là, je me retrouve avec des textes à traduire sur une panne hydraulique en 737.
C'était genre, il y avait un truc où c'était pendant le repoussage, la barre de tractage s'était détachée de la roulette de nez, avait fait des dégâts sur. Donc en fait, c'était que des choses orientées pilote de ligne. Donc si on passe à la DGAC, il va falloir s'entraîner beaucoup à des thèmes de pilote de ligne. Si on veut passer un test, ce que j'appelle un test de nouvelle génération, donc tout ce qui n'est pas celui de la DGAC, il faut se renseigner sur les modalités de l'examen et voir à quel point on a besoin d'avoir de connaissances IFR. Nous, tout ce qu'on va vous demander côté radio dans notre test à nous, c'est être capable de demander une clairance IFR basique et la collationner. Toute la partie situation d'urgence et tout ça, on traite ailleurs dans le test, on ne traite pas dans la simulation de vol. Donc, il faut être capable de faire ça. Donc, quelqu'un qui a un niveau C2, qui est quand même le niveau le plus élevé de l'échelle européenne, à mon avis, il devrait pouvoir s'en sortir plus ou moins tout seul avec toutes les ressources qui sont disponibles sur Internet. Moi, j'aurais tendance à dire il faut regarder un max de vidéos style sur VAS Aviation, les rapports d'incidents, comment ils appellent ça, les documentaires sur les crashs d'avions, des choses comme ça. Quelqu'un qui a un niveau C2 n'a pas besoin de cours d'anglais en soi. C'est plus de la familiarisation avec un test donné. Voilà, donc il faut déjà savoir quel test on veut passer, se renseigner sur les modalités de passage du test en question et faire en sorte de s'y préparer efficacement. Mais voilà, on n'a surtout pas besoin de payer un stage sur 4 jours en intensif avec un test à la fin. Ça pour quelqu'un qui a déjà un niveau C2 en anglais général, on devrait pouvoir y arriver en étant autodidacte. Ben voilà, donc Philémon te remercie pour la réponse. Justement, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais. On avait parlé déjà de ces tests-là il y a 2-3 ans en arrière, quand tu étais venu la première fois. Qu'est-ce qui a changé depuis au niveau organisation de ces tests-là? Il y a eu des modifications majeures ou c'est des petits changements substantiels par-ci, par-là? Alors, effectivement, la dernière fois qu'on s'en est parlé, c'était en 2021. Je crois, 2022. Donc ça faisait à peu près 1 an et demi et des brouettes en fait qu'on avait lancé les tests en visioconférence. En termes du contenu... Si je peux me permettre. Oui. Si je peux me permettre, est-ce que tu pourrais aussi développer, parce que j'imagine qu'il y en a qui ne savent pas peut-être dans le chat comment se déroule l'examen, en quoi ça consiste, quelles sont les étapes, si tu peux aussi le développer. Il n'y a pas de souci. Donc je vais déjà répondre à la question de Sébastien. Donc en fait, les gros changements depuis quelques années, en fait, on n'a pas vu de changement au niveau du contenu des tests en soi. Parce que ces tests-là qui sont sur le marché français actuellement sont les mêmes depuis plusieurs années déjà et sont faits sur la base d'un manuel déposé. Donc en fait, les modalités des tests en soi n'ont pas vraiment changé. Ce que j'ai vu au cours des 2-3 dernières années, ça a été surtout, on va dire, comment on peut dire ça ? On va dire que quelque part, on a un peu resserré les boulons. Et ce que j'entends par là, c'est que au tout début des tests, on va dire, non français en France, les organismes qui venaient de différents pays venaient chacun avec leur propre interprétation des critères de ce qui constituait un niveau 4, 5 ou 6. Et d'un endroit à l'autre, d'un centre à l'autre, on a vu énormément de différences de niveau données au même candidat. C'est-à-dire qu'il était possible pour quelqu'un d'avoir un niveau 3 un jour et d'avoir un niveau 5 le lendemain avec un autre centre d'examen. Et ça n'était pas parce que celui qui avait donné le niveau 3 était trop laxiste et celui qui avait donné le niveau 5 était trop généreux. C'était juste qu'on avait des approches de la chose qui étaient vraiment différentes les unes des autres. Et surtout ce qui s'est passé, on va dire, au cours des 18 derniers mois, c'est que l'EASA s'est beaucoup intéressé à ce qui se faisait sur le marché. Parce que l'EASA ils ont créé ce qu'on appelle un task force, une sorte d'équipe de travail spécialisée qui est focalisée que sur ça.
Non, maintenant, les autorités nationales qui supervisent tous les organismes de test qui sont sur le marché, dans notre cas, c'est Malte. Nous, on dépend de Transport Malta, donc l'autorité maltaise. Il y en a 2-3 sur le marché en France qui dépendent de la Belgique. Il y en a d'autres qui dépendent de l'Autriche, qui dépendent de la Slovaquie. Mais ces autorités nationales qui sont chargées de superviser les organismes sous leur tutelle ressentent une énorme pression de la part de l'EASA par-dessus, en fait, qui leur met la pression pour justement surveiller de plus près ce que font les organismes de test. Ce qui fait que une sorte de, j'ai pas envie de dire paranoïa, mais une sorte de pression s'est installée au niveau des examens. Donc, ce qui fait que, je dirais que peut-être les niveaux autour du niveau 3/4, ça n'a pas vraiment changé. J'ai envie de dire que n'importe quel organisme de bonne foi ne va pas donner un niveau 4 à quelqu'un qui n'est pas opérationnel, parce que là, il y a un risque de sécurité. Mais ce qui s'est peut-être produit au cours des 2 dernières années, c'est que, on va dire, la frontière entre le 4 et le 5, c'est peut-être un tout petit peu déplacé. C'est-à-dire qu'on est devenu peut-être plus strict sur certaines choses, et quand on dit « on », pas que Lingaero, tous les organismes sur le marché sont devenus un tout petit peu plus stricts sur certaines choses qu'ils ne l'étaient autrefois. Et ça, c'est, encore une fois, c'est à cause de cette pression qui vient d'en haut, de l'EASA, qui met la pression sur les organismes sous sa supervision, qui à leur tour mettent la pression sur les organismes de test. Donc les audits qui sont faits, parce que pour ceux qui ne savent pas, quand on gère un organisme de test de langue, on est traité un peu comme un ATO. On a un peu le même statut qu'un ATO aux yeux de l'autorité. Donc on a un manuel, on a des audits, on a des gens qui viennent, qui regardent, ils prennent au hasard des tests, ils regardent les enregistrements, etc. Donc, certes, on est tous devenus, j'ai pas envie de dire plus stricts, mais plus regardants sur certaines choses. Ce qui fait que souvent, des gens qui ont eu un niveau 5 il y a 6 ans et qui ont peut-être bénéficié d'un examinateur, on va dire, un peu plus cool, maintenant, ils reviennent 6 ans plus tard, ils se retrouvent qu'avec un niveau 4. Et en fait, cette différence-là, oui. Tu voulais dire quelque chose ? Non, c'est juste, je disais, oui, je fais partie de cela. Ok, d'accord. Donc, et ça, ça ne vient pas du tout de la volonté des organismes d'emmerder le monde, si je puis dire. C'est pas le but. En fait, c'est que les autorités sont, elles, beaucoup plus regardantes sur ce que font les organismes. D'ailleurs, c'est pour ça que certains ont l'impression d'avoir été traités de manière plus stricte ces 2 dernières années que c'était le cas il y a 4 ou 5 années en arrière. Voilà. Alors, pour revenir sur la question de Cynthia, alors, les modalités de test. Donc, quand on parle de FCL 55, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un test, c'est un texte réglementaire. Et chaque organisme fait un peu à sa sauce. C'est-à-dire qu'on va avoir une autorité, on conçoit son test, on soumet le test à l'autorité via laquelle on veut obtenir son agrément, et l'autorité nous dit, voilà, on approuve ou on n'approuve pas. Ou il faut modifier ça, si, il faut modifier ça. Donc, d'un organisme à l'autre, on a des épreuves qui sont légèrement différentes les unes des autres. Pour ce qui est du cas de Lingaero, nous, c'est plus ou moins assez typique de ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Hein. Donc, on a une présentation plus des questions ouvertes. Donc, les questions ouvertes, ça peut être des choses du style explique-moi ce que c'est qu'un ILS, explique-moi ce que c'est qu'un pilote automatique, ou quelque chose comme ça. Sachant qu'on n'est pas en train de tester vos connaissances aéronautiques. Ce qu'on est en train de tester, c'est votre capacité à expliquer quelque chose et la manière dont vous construisez la phrase. Ensuite, on fait une description de photo, très classique. Hein. Ça, dans quasiment tous les tests du marché actuellement, sauf celui de la DGAC, il y a une description de photo, à ma connaissance. Ensuite, on a donc il y a un exercice qui va porter sur un document. Donc, ça vient en fait d'une partie très spécifique du texte FCL 55 où il est marqué que le candidat doit être en mesure de comprendre l'anglais écrit dans un contexte opérationnel. Il y a une partie du FCL 55 où c'est marqué qu'il faut être capable de faire ça.
certains organismes font un simple compte-rendu de texte avec une discussion, un peu comme ce qui se fait au bac d'anglais ou dans certains tests d'anglais général. Nous, en fait, on a développé un peu plus l'activité, enfin l'exercice, pardon, dans la mesure où on fait ce qu'on appelle un briefing. Donc nous, le briefing, en fait, je vais pouvoir vous montrer un exemple de ça, hein, parce que là, je suis dans la base préparation. Donc je vais vous donner un Ils vont exemple. faire des captures d'écran, tu sais, pour se préparer. Après, de toutes les façons, ce ne sont pas des supports actuels du test. Hein. Ça vient des annales d'il y a 5-6 ans. Donc, dommage. de toutes les façons, vous n'avez aucune chance d'avoir ce document au test. Donc ça, c'est un exemple de ce qui pourrait être un briefing. En tout cas, ça c'est comme nous, la manière dont nous, on aborde la chose. Parce qu'on a trouvé que finalement, le fait de résumer un texte, tout simplement, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt sur un plan communicatif, parce que ça faisait un peu trop bac d'anglais, finalement. Voilà. On a, par exemple, ici, une approche fictive. Donc, on projette de se poser en 31 droite, comme ça, par exemple. On est avec un Sénéca, le vent et le temps. Et on a un extrait du manuel où on dit que la limite vent de travers de l'avion est de 24 nœuds. Et l'idée, c'est d'analyser un peu la situation et d'expliquer comment nous, en tant que pilote, on s'y prendrait. Sachant qu'encore une fois, ce n'est pas un test de vos connaissances aéronautiques. Il s'agit d'un test de votre capacité à expliquer une situation et surtout à parler avec un coéquipier. C'est surtout ça qui est important. Et c'est vraiment basé sur la communication. Et on ne va pas vous juger sur la prise de décision aéronautique. Pour donner un exemple assez concret, quand on a lancé cet exercice, je m'en souviens très bien, au tout début, en 2020, quand on a lancé les tests en ligne avec Lingaero, on avait demandé au pilote que feriez-vous dans cette situation, et le pilote nous a dit oui, il y a trop de vent pour que je me pose en 31 droite, alors je vais me poser en 31 gauche. Voilà. Donc, c'est pas mal. Ouais, mais après, la créativité. Le pilote, il peut pas être pénalisé pour ça parce que c'est pas le but de l'exercice. Le but, c'est d'avoir une discussion autour d'une situation concrète, voilà, et d'expliquer comment nous on s'y prendrait, voilà. Donc c'est vraiment pas on voulait vraiment sortir de ce côté un peu trop littéraire sur la simple lecture de texte. Parce que j'ai vu dans certains tests, il y avait même des extraits d'articles de journal, des choses comme ça, qui dans un contexte opérationnel aéronautique n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Okay, j'ai une question, James. Oui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil quand tu expliquais tout à l'heure que quelqu'un qui avait eu un niveau 5 il y a 5 ans et que maintenant il se retrouve avec un niveau 4, donc à cause de effectivement cette pression de la DGAC, quel conseil tu lui donnerais pour revenir à un niveau 5 ? Alors, à ce moment-là, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est relire de fond en comble les critères OACI pour savoir exactement ce qui est requis pour le niveau 5. Et essayer de... En fait, parfois, c'est une histoire de jouer le jeu. Il faut comprendre ce qui est attendu et essayer d'y répondre. Et parfois, on doit juste s'astreindre à cocher des cases. Je sais que c'est bête à dire, et moi, quelque part, je suis un peu frustré du système aussi, parce que, mais voilà, les critères sont écrits déjà d'une manière extrêmement ambiguë, et même les organismes de test, on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment le flou artistique. Donc, je ne sais pas si je tape ça. Allez, on va... Donc, hop. Donc, normalement, si je... Voilà. Donc, ça, c'est la page gratuite d'entraînement de Lingaero. lingaero.com/train. T-R-A-I-N. Alors, il y a eu le lien qui a été épinglé par Philémon. On le remercie. Okay. C'est apparu dans le haut. Vous l'avez dans le haut du chat. Hein. Donc, avant que tu commences, James, ouais. Je voudrais dire que c'est excellent. J'ai regardé et c'est bien, ça permet de bien travailler, même gratuitement, ça permet de bien travailler. En fait, moi le but de proposer un support gratuit, c'est que, je fais une petite parenthèse là-dessus, parce qu'il y a des gens un peu qui me tapent dessus du fait que je fais les choses gratuitement sur Internet. Le problème, c'est que maintenant, sur Internet, il y a tellement de ressources gratuites pour apprendre l'anglais, j'ai du mal à concevoir quel serait l'intérêt pour moi de faire un produit payant
qui contiendrait des exercices qui sont déjà disponibles gratuitement partout sur Internet de toutes les façons. Et je me sentirais même malhonnête à faire ça, dans le sens où, et ça c'est souvent le cas, je me suis déjà fait avoir par des choses pareilles par le passé. J'ai acheté quelque chose parce que sur le site web ça avait l'air super, et une fois que j'avais payé mon truc, je l'ai ouvert, et ça contenait des supports que j'avais déjà lus sur Internet en gratuit. Donc, je préfère rendre les supports, pour la plupart, gratuits, tout simplement parce que, d'une, ça favorise une amélioration générale du niveau d'anglais, et deux, ça permet aux gens, quand ils viennent au test, surtout quand ils le passent chez nous, de comprendre pourquoi ils ont eu tel ou tel niveau. Il n'y a rien de pire qu'un examinateur qui vous dirait « Oui, c'est un niveau 4, au revoir », sans vous expliquer pourquoi. Et moi, ce que j'ai toujours essayé de faire avec Lingairo, c'est d'être vraiment dans la transparence et de dire aux gens, voilà, si vous venez au test, si vous faites ça, ça et ça, vous aurez votre niveau 5 ou vous aurez votre niveau 6. Parce que vous répondez aux critères de manière très précise. Donc, notamment pour ce qui est du niveau, je reviens à la question du niveau 5, et je pense que c'est une question qui en intéresse pas mal aussi, qui nous écoute. La plupart du temps, quand les Français n'obtiennent pas le niveau 5, c'est autour en général des 3 premiers critères, à savoir la prononciation, la structure, le vocabulaire, ici. Pour la prononciation, on m'a déjà posé la question, il s'agit d'avoir une clarté au niveau de sa prononciation. Donc, là, j'ai fait en fait des petites fiches ici qui expliquent les erreurs courantes de prononciation, comment les éviter. Et la structure, et là, c'est là qu'en fait, il faut parfois qu'on soit un peu stratégique. Surtout quand on ne parle pas anglais quotidiennement, il faut parfois qu'on s'astreigne à remplir, à répondre à des critères. Donc, pour un niveau 5 en structure, le document 9835 de l'OACI nous explique exactement ce qu'il faut faire. Il faut maîtriser les formules dites basiques la plupart du temps, et il faut aussi essayer d'utiliser des formules complexes. Quelles sont les formules complexes ? Et j'étais tellement frustré d'avoir des élèves qui m'appelaient en disant « Mais ils m'ont dit que je n'avais pas utilisé de formule complexe, mais je ne sais même pas ce que c'est. » Donc j'étais tellement frustré d'entendre ça que j'ai créé cette page où j'ai fait une liste de toutes les formules. J'ai pris la liste de l'OACI, tu t'es bien amusé. Et j'ai fait une fiche par formule. Voilà. Mais je trouve que c'est bien parce qu'au moins ça donne un accès aux gens à des choses vraies, parce que souvent on trouve de tout sur Internet, et là on a un organisme avéré, vrai, qui donne de vraies informations et sur lequel on peut se reposer en disant bah oui, en effet, cette structure, si je la bosse et que je la bosse comme ça, bah, du coup à l'examen ça va bien se passer. La mentalité, c'est vraiment ça. Et tous mes collègues, on est pareil, hein, parce qu'on est une vingtaine d'examinateurs chez Lingairo maintenant, et on est tous formés à faire de cette manière. Voilà, on explique pourquoi. On peut très bien ne pas être d'accord avec le résultat. Hein. De toutes les façons, avec le nombre de tests qu'on fait tous les mois, il y aura forcément quelques candidats qui seront déçus de leur résultat. Mais au moins, on est en mesure d'expliquer concrètement pourquoi on a obtenu un niveau et pas un autre. Et ça, c'est très, très important pour moi. Parce que, comme moi, je viens du domaine des langues, moi, pendant tout mon apprentissage de toutes les langues que j'ai apprises tout au long de ma carrière, si je faisais une faute et qu'on me corrigeait, moi, je voulais savoir pourquoi c'était une faute et comment faire mieux la prochaine fois. Donc, le but de cette page, c'est ça. Donc, il faut s'astreindre à placer donc, les formules complexes. Et si on arrive à faire ça, en général, c'est plutôt pas mal. Après, et j'en profite parce que j'ai fait une mise à jour du site il n'y a pas longtemps. Ah non, là, je ne suis pas sur le bon truc, là. Oh, putain. J'ai fait une mise à jour du site il n'y a pas longtemps. Et j'ai notamment mis à jour la page qui traite des descriptions de photos. Et notamment, j'ai la présentation de cet exercice, justement, qui explique un peu. Ça, là, on est plus dans la technique d'examen. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut avoir des formules complexes. Alors, comment on fait pour les placer ? Donc là, je donne des exemples de photos. Donc ça, c'est une description de photo au niveau 4, avec des formules basiques. Et là, je reprends une description de photo avec des formules un peu plus complexes. Et ça vous explique, voilà,
pourquoi c'est complexe, comment j'ai fait pour placer ces différentes formules. Voilà, donc quand on veut passer d'un bon niveau 4 à un niveau 5 d'entrée de gamme, il y a une partie de travail, on va dire, linguistique pur, mais il y a surtout une bonne part de technique d'examen. Une fois qu'on a compris ça, en général, on y arrive sans trop de problèmes. Voilà. Mais il n'y a rien de pire, et encore une fois, parce que j'ai déjà eu affaire, j'ai ramassé des candidats d'autres organismes qui m'ont dit ça, ils avaient l'impression que les examinateurs leur disaient « Ah oui, c'est un 4 », sans vraiment leur expliquer pourquoi. Après, peut-être que c'était bien un 4, ça je ne sais pas, mais au moins, le but en fait, c'est que les gens comprennent pourquoi on fait les choses d'une certaine manière. Ok. Ben c'est bien, ça fait plein de petits tips et il y a plein d'outils pour travailler là. Hein. Donc Ouais, impeccable. Impeccable. Petite question, combien tu fais passer à peu près de tests par an? Je veux dire, avec l'équipe, avec tout ça, ça représente quoi comme charge de travail? Alors, on a 20 examinateurs et en moyenne, on fait entre 1800 et 2000 examens par an. Donc, ça nous fait à peu près en moyenne entre 130 et 150 par mois. Donc, ouais, ça représente une certaine charge de travail, effectivement. Ouais, c'est sûr. Quelques petites réactions. Juste, et après Cynthia, je te laisse la parole. Zéro Carré qui témoigne, qui nous dit: pour mon examen, j'ai eu le choix entre VFR et IFR. Je n'ai donc eu aucune question sur des thèmes IFR. Non, voilà. Donc effectivement, il faut savoir que... attends, mais j'ai perdu ma page là encore. Attends, j'ai essayé de repartager mon tableau blanc pour les joies les merveilles de la technologie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il n'y a quasiment qu'en France qu'on fait la distinction entre IFR et VFR. Dans la plupart des pays européens, c'est FCL 55, point barre. Et ils ne font même pas la distinction, ils n'ont pas de notion de test IFR, test VFR. En France, et notamment au niveau de la DGAC, on fait bien cette distinction. Donc sur la licence, il est possible d'avoir un niveau VFR anglais et un niveau IFR anglais. Et même parfois, des candidats qui passent un test VFR avec un organisme et ensuite un test IFR avec un autre organisme, ils ont par exemple un niveau 5 en IFR et un niveau 4 en VFR. Donc ils ont 2 niveaux d'anglais sur leur licence. C'est un des, on va dire une des spécificités du système, c'est que la DGAC a ce système que beaucoup d'autres pays n'ont pas. Donc juste pour expliquer un petit peu plus le système tel qu'il existe en France actuellement, est-ce que je suis sur le bon truc? Ouais, c'est bon. Ok. Donc en fait, tu peux passer un test FCL 55 version VFR qui ne répond qu'à la première alinéa du texte FCL 55 qui est B. FCL 055B. Et quand vous faites ça, en fait, l'organisme vous remplit le fameux formulaire pour mise à jour de votre licence avec uniquement la case VFR de cocher. Parce que le test ne répond qu'aux exigences du FCL 55B. Quand on passe le test version IFR, il répond aussi bien aux exigences FCL 55B que aux exigences FCL 55D. Donc, quand vous allez mettre à jour votre licence, vous allez avoir anglais niveau temps, IFR/VFR. Donc, pour tous les futurs pros qui passent le test, je vous encourage à le passer d'entrée en version IFR. D'une, parce que ça valide aussi bien les privilèges VFR qu'IFR, et deux, ça vous évite de devoir repasser un test plus tard juste pour avoir la compétence IFR. Donc, quitte à apprendre la radiotéléphonie IFR basique, et encore une fois, genre par exemple chez nous, ce qu'on demande en radiotéléphonie est quand même assez basique, autant apprendre ça et passer en IFR parce que vous aurez d'office les privilèges IFR/VFR. Et d'autant plus que la délivrance de la qualification IFR
est lié à l'obtention du FCL. C'est-à-dire que si on n'a pas ce FCL delta IFR, eh ben, même si on a passé le test, on ne peut pas la poser. Oui, tout à fait. Donc, petite parenthèse là-dessus pour ceux qui s'y intéressent. Donc, on ne peut valider un IR complet, je dis bien un complet, parce que le basique IR, qu'on passe dans certains aéroclubs maintenant, il n'y a pas besoin de l'anglais pour le passer. Par contre, le FCL, enfin l'IR complet, on ne peut pas le faire apposer sur sa licence si on n'a pas un minimum niveau 4 au FCL 55. Ouais. Et c'est encore pire dans certains cas de figure. Si on a fait une formation intégrée dans une école et que l'école n'a pas l'agrément pour faire le niveau 4 d'office en fin de formation, ce qui est le cas de certaines écoles qui font la TPL en anglais, en fait, les élèves, ils ont d'office un niveau 4 à la fin. Mais dans certaines écoles, c'est pas le cas. Ce qui fait que si on arrive en fin de formation et qu'on a fait toute sa formation du début de la TPL jusqu'à l'UPRT, MCC et compagnie, si on n'a pas l'anglais, on ne peut rien valider. Donc non seulement on n'a pas l'IR, on n'a aucune licence du tout. Et on peut, et je l'ai déjà vu arriver une fois, on peut se retrouver avec un retour à la case départ. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à ce moment-là est mis à la poubelle. Il faut tout recommencer. Je l'ai vu en 10 ans, je l'ai vu qu'une fois. Mais malheureusement, théoriquement, c'est ce qui peut arriver. Après, on peut dire ce qu'on veut sur la DGAC. Je sais qu'il y en a qui tapent dessus, notamment pour les délais de délivrance de licence. La DGAC est quand même assez, on va dire, serviable là-dessus, dans le sens où si vous passez votre test IFR et que vous n'avez pas encore l'anglais, vous pouvez quand même faire le vol, mais la DGAC va vous laisser 6 mois après pour passer un FCL 55 pour valider votre IR. Mais pour éviter le stress de cette situation-là, moi, je vous conseille de le faire plutôt pendant que vous êtes en phase de vol IFR. Comme ça, au moins, vous avez la certitude que de savoir que vous allez pouvoir valider votre paplard en fin de formation. Et après, si vous avez qu'un niveau 4 pour commencer, tant pis, au moins vous avez la certitude, voilà, la tranquillité d'esprit que de savoir que votre licence sera maintenue. D'accord. Ok. Merci pour ces explications. Je pense que c'est important aussi de revenir dessus. Il y a 0K qui pose cette question. Est-ce qu'un niveau 6, parce qu'on a parlé des niveaux 3, 4, 5, le 6, signifie qu'on peut se considérer comme fluent, donc bilingue, en anglais non aéronautique? Alors, bonne question. Donc, le niveau 6, c'est une grande question. Pourquoi ? Parce que il y a niveau 6 et niveau 6. Et ce que j'entends par là, c'est que dans beaucoup de pays, le niveau 6 est donné automatiquement, sans passer aucun test. Il fut un temps où beaucoup de Français partaient se former dans les écoles anglaises, bon, avant le Brexit, bien entendu, puisque dans le système anglais, on avait d'office le niveau 6 en anglais du fait qu'on avait passé son test en vol avec un examinateur anglais. C'est-à-dire que l'examinateur en vol avait la compétence examinateur linguistique, mais uniquement pour le niveau 6. Il pouvait délivrer que le niveau 6 et aucun autre niveau. Donc beaucoup de jeunes de Français qui ont peut-être maintenant entre 30 et 35 ans, qui ont fait leur formation il y a 15 ans en Angleterre, sont tombés à un moment où le niveau 6 était donné automatiquement. Et j'ai déjà eu le cas de gens qui ont eu le niveau 6 de cette manière, qui sont revenus en France, et avec le Brexit ont été obligés de repasser un test, et qui ont eu à peine un niveau 4. Ouais. Donc ça, c'est la différence entre un niveau d'anglais délivré par défaut, et ce que j'appelle un test analytique, qui est le cas de la plupart des tests sur le marché, où on a vraiment une épreuve avec des examinateurs, avec une analyse détaillée. Donc, le simple fait d'avoir un niveau 6 sur sa licence, finalement, ne donne pas une très bonne indication du niveau d'anglais de la personne. Ouais. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Il y a beaucoup, enfin, les Suisses en général, ils sont plutôt à l'aise en anglais, surtout les Suisses germanophones, j'ai envie de dire. Mais sous le système suisse, les examinateurs en vol, ils peuvent délivrer des niveaux d'anglais, mais uniquement le niveau 4, sur la base d'un test en vol. Donc même si le mec il est complètement bilingue, il passe son test en vol avec un examinateur, et au lieu de s'emmerder à aller passer un test dans un centre, il prend le niveau 4 de l'examinateur en vol, et puis il repart pour 4 ans.
Et en fait, beaucoup notamment de pilotes de EasyJet suisse qui ont une licence suisse, ils ont tous un super niveau d'anglais, mais ils n'ont que le niveau 4 sur leur licence, parce qu'ils ont fait le test avec le TRE aussi nul. Voilà, ouais. Ils ont eu un niveau 4 d'office. Donc, le fait d'avoir eu un niveau 6, bon, si on l'a eu avec un test analytique, avec des examinateurs qui ont vraiment passé 30 minutes, 3 quarts d'heure à vous analyser de fond en comble en disant voilà, il a une super grammaire, une super prononciation et tout, là on peut dire que ça représente un très bon niveau. Ça représente un niveau autour du niveau C2 à l'échelle européenne. Mais si c'est un niveau 6 qu'on a obtenu d'office par un test par défaut, c'est pas vraiment indicatif du vrai niveau d'anglais. Et voilà. Et c'est quelque chose de très fou. Ouais. Souvent, les gens ils pensent qu'un niveau 6 est complètement inatteignable, inaccessible, c'est réservé aux natifs. Non, pas du tout. Ça dépend tout simplement par quel système de licence on est passé. D'accord. Justement, le radar qui posait cette question, ça porte quoi les niveaux ? Ça apporte quoi les niveaux, c'est-à-dire la différence entre niveau 4, niveau 5, niveau 6, okay. hors partie linguistique, comme tu parlais tout à l'heure. Ok, donc un niveau, selon l'échelle européenne, je vais montrer ça pour ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'il y a Flavio qui disait justement le niveau 4 a peu de valeur pour les compagnies. Une grande majorité de compagnies demandent le 5, voire le 6. Donc, 1, 2, 3, de toutes les façons, on écarte d'emblée parce que ça n'a pas d'intérêt. Niveau 4, niveau 5, niveau 6. Un niveau 4 est valide 4 ans, un niveau 5 valide 6 ans, un niveau 6 est valide à vie. Ça, ce sont les règles de base. En termes de privilèges, les privilèges sont exactement les mêmes. Tout ce qui change, c'est la durée de validité. Le problème, effectivement, comme vient de le soulever, je ne sais pas quelle personne dans le chat, c'est que maintenant, les compagnies ont mis comme critère de recrutement l'obtention d'un niveau 5. Le problème de ce raisonnement, c'est que, tout comme le niveau 6 qu'on peut obtenir par différents moyens, ça n'a pas vraiment de valeur en termes de niveau d'anglais communicatif. Et ce que j'entends par là, c'est que Air France, quand on dit à Air France, ouais, pour rentrer chez nous, il faut un niveau 5. On n'est pas en train de dire aux pilotes, on veut des pilotes avec un bon niveau d'anglais. On est en train de leur dire, démerdez-vous pour avoir un niveau 5. Et tous les moyens sont bons. Et le problème, c'est que ça crée une sorte de course au niveau 5, où les gens, en fait, ils courent après ce niveau sur leur licence, mais sans vraiment penser à la suite. Et en fait, ce qui veut dire que finalement, quelque part, le niveau 5 est devenu un peu une commodité. Ouais. Et ce n'est plus vraiment représentatif du niveau. Je donne un exemple, pendant le Covid, il y a un mec en Belgique qui s'est fait un pognon de fou en vendant des niveaux 5 par WhatsApp. C'est-à-dire que le mec, il faisait pas de vrais tests. En fait, tu papotais avec lui pendant 3 minutes, 200 balles, et après, il t'envoyait ton niveau 5. Voilà. Ouais. Après, les autorités lui sont tombées dessus, mais entre-temps, il a quand même délivré, je dirais, 300 ou 400 niveau 5 à des gens qui avaient à peine un niveau 3. Voilà. Ouais. Donc, en fait, ça c'est un exemple assez extrême, parce qu'il y a peu d'organismes qui iraient jusqu'à faire des choses pareilles. Mais il y a eu un mec en Belgique qui a fait ça pendant le Covid, qui a été rattrapé, et je voyais tout le temps son numéro circuler dans les groupes WhatsApp dont je faisais partie, et j'y croyais pas. Et en fait, j'ai demandé à une connaissance de le faire, de l'appeler, et de voir comment il faisait. Et il m'a raconté que c'était vraiment comme ça. Moi, je n'ai pas cru au début, mais apparemment, le mec, il faisait vraiment comme ça. Après, les autorités lui sont tombées dessus, il a perdu son agrément entre-temps. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que le fait d'avoir un niveau 5 n'est pas vraiment représentatif de son niveau d'anglais communicatif. Et ça, c'est un problème auquel je suis confronté assez souvent. J'ai des gens qui vont en entretien d'embauche. Ils ont un niveau 5 sur leur licence, mais ils sont écartés d'entrée à cause d'un niveau d'anglais trop approximatif. Ouais. Voilà.
Donc, courir après un niveau 5, bah, de toutes les façons, malheureusement, le système nous oblige un peu à le faire. Mais en même temps, si à côté de ça, on ne travaille pas sur le fond, à savoir la capacité à parler avec les gens, la capacité à répondre à des questions, la capacité à s'exprimer sur tout un éventail de thèmes, chose qu'on va vous demander de faire en entretien d'embauche notamment, parce que c'est pas à l'entretien d'embauche qu'on va vous demander de décrire une photo. C'est plutôt, on va vous poser des questions sur vos motivations, sur des expériences que vous avez vécues. Donc, il faut que la recherche du niveau 5, en plus de la simple préparation d'examen et du bachotage, il faut que ça s'accompagne aussi d'un véritable travail personnel et d'une volonté de s'améliorer à tous les niveaux, pas seulement au niveau du niveau 5 au SL 55. Oui, d'accord. La différence entre le TOEIC, parce que c'est vrai que dans les entretiens de recrutement, il y a le TOEIC, le fameux TOEIC, et le FCL, c'est complémentaire ou c'est des choses redondantes? Alors, encore une fois, le TOEIC. Pourquoi le TOEIC? Parce que Air France veut quelque chose de binaire pour pouvoir écarter un certain nombre de CV. Tout simplement. Le TOEIC n'a aucun intérêt aéronautique. C'est un test qui a été conçu notamment pour les élèves qui doivent aller étudier dans des universités à l'étranger. Ça a été conçu pour les besoins de l'immigration dans certains pays. Pour avoir un visa, il faut démontrer un certain niveau d'anglais. C'est un test très formaté qui, en fait, est censé être identique, peu importe le centre dans lequel on le passe. Mais en fait, finalement, le fait d'avoir 850 points au TOEIC ne veut pas dire qu'on est bon en anglais, ça veut dire qu'on a réussi à avoir 850 points au TOEIC. Et ce que j'entends par là, c'est un peu comme... Bon, moi, j'appelle le TOEIC, je l'appelle un peu l'ATPL théorique de l'anglais. C'est-à-dire que il faut bachoter pour l'avoir. Même moi, qui suis natif anglais, je serais incapable d'avoir 100% à ce test sans bachoter un petit peu avant d'y aller. Ah ouais. Parce que la manière dont c'est construit, c'est censé pousser les gens à bachoter. Et pourquoi ça pousse les gens à bachoter? Parce que derrière, il faut acheter, à l'époque c'était les CD-ROM, c'est plus le CD-ROM, maintenant c'est les applis, il faut aller dans des centres de formation TOEIC pour faire la formation approuvée. Il faut savoir, surtout par exemple, que sur le compte CPF, les organismes qui font des préparations au TOEIC doivent payer une redevance à l'organisme qui gère le TOEIC, ne serait-ce que pour avoir le droit de former via le CPF des élèves à passer le TOEIC. Ah oui. Donc ça permet d'envoyer un max de fric à plein de gens différents, et tout autour d'un truc. Après, l'examen en soi, il n'est pas mauvais. Je dirais pas qu'il est mauvais, c'est juste que c'est un truc très spécifique qui relève beaucoup plus du bachotage que de l'anglais en soi. D'accord. Ok. Mais du coup, moi, je voulais revenir sur ce que tu disais, justement, quelqu'un de natif anglais qui va avoir un très bon niveau et qui, justement, peut-être n'a pas forcément tous les termes aéronautiques, mais qui va se faire très bien comprendre, en fait, il est pénalisé, il peut peut-être ne pas avoir un niveau 6 pour des critères qui, je trouve, ne sont... Enfin, c'est personnel, hein, mais je trouve que c'est pas adapté. Je me dis peut-être, tout simplement, cette histoire de bachotage et de critères particuliers peut amener quelqu'un qui a le niveau à ne pas avoir un niveau 6 alors qu'il est natif. Oui, parce que ça c'est... moi je dis ça souvent, je traduis un peu depuis l'anglais, mais ça c'est une histoire de l'examen qui fait échouer l'élève plutôt que l'élève qui échoue à l'examen, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas préparé à l'examen, tout comme au SCL 55, moi j'ai déjà vu des natifs anglais ne pas avoir le niveau 6 au SCL 55 parce qu'ils avaient zéro vocabulaire aéronautique. Ils ne savaient pas ce que c'était que des palonniers, par exemple. Ils ne savaient pas dire ça. Ils n'avaient aucune notion de radiotéléphonie et ils n'avaient aucun vocabulaire aéronautique. Voilà, donc okay. Ce qui est, c'est un peu, parfois c'est un peu navrant parce que finalement, si on parle anglais, on parle anglais. Mais voilà, dans le système très spécifique des examens hyper formatés, des choses comme ça peuvent arriver malheureusement. Ok. D'accord. Super. Écoutez,
Merci beaucoup, merci James. On va tourner la dernière page de l'émission qui est la foire aux questions remise de gaz. Et tu voulais nous proposer un petit exercice, tu m'as dit avec quelques phrases. Donc on pourra peut-être clore l'émission là-dessus avant de parler du programme. Donc on tourne la dernière page de l'émission. Foire aux questions remise de gaz, c'est tout de suite les 5-10 dernières minutes avec James qui est avec nous ce soir. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Dernière séquence de la zone aéro de ce soir avec James qui est là, qui s'hydrate, il a bien raison. Nico, Cynthia, Nico a perdu. Voilà, James boit, c'est Nico maintenant qu'il va disparaît. pouvoir sortir Alors, nos il va plus beaux revenir. accents là. Je sais pas pourquoi il a disparu, mais il va revenir, Nico. Hop, attention. Non, mais il est parti, Nico. Il veut pas parler anglais. Hein. Il veut pas parler anglais. Il veut pas montrer son accent du Nord. Hein. En tout cas, si vous avez des réactions, dites-le dans le chat. N'hésitez pas à commenter. On est là pour ça. Oui, Flavio qui dit une compagnie turque demande de TOEIC 4 skills. Donc ça, c'est... Alors, chose que j'ai oublié de préciser, avant, quand on passait le TOEIC pour Air France, on pouvait faire juste l'écoute et la lecture. Maintenant, effectivement, il y a l'écoute, lecture, et après, je crois que il faut parler et écrire aussi. Ouais. Donc, il faut être capable aussi d'écrire. Après, le fait d'écrire en anglais pour un pilote chez Air France, par exemple, je pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt, mais effectivement, la nouvelle exigence maintenant, c'est d'avoir le TOEIC 850 points, mais avec les 4 skills, les 4 compétences. Voilà. D'accord. Ok. Alors, les petits exercices, puisque comme Nico s'était porté volontaire hors émission, il a dit moi, il faut absolument que je... Donc, okay. Non, bon. En fait, il y avait 2 phrases de prévues, il y en avait une pour Nico, une pour Cynthia. Ok, d'accord. Ah non. Bon, donc... Downtown further. On va commencer par ce mot-là. Ça c'est un de mes préférés. Parce que, et ça c'est très, très intéressant dans le sens où ça illustre à quel point la conception française de certaines choses influe sur la traduction en anglais. Donc, voilà une phrase qu'on peut entendre. Là, c'est pour Nico. Moi, je crois que je sais. Comment est-ce qu'on va dire ça en anglais? After takeoff, keep the axis. Voilà. Donc, ce mot-là, ce célèbre mot qui exprime énormément d'idées différentes en français, en fait, le mot « access ». Et en fait, cet exercice est parti d'un échange que j'ai entendu à la radio alors que j'étais en vol autour de Bordeaux. Il y avait un pilote de Ryanair en fait qui était au point d'attente et le contrôleur voulait lui dire justement de garder l'axe après le décollage pour une raison X ou Y. D'ailleurs, quand on parle d'axe X ou Y, c'est quand même un peu le sujet. Mais en fait, elle n'arrêtait pas de dire au pilote « After take-off, maintain the axis ». Sauf qu'en fait, pour un pilote anglais, « maintain the axis », ça ne veut pas dire grand-chose. Et je vais expliquer pourquoi. Axis, le mot « axis » existe, hein, ça existe en anglais, mais on l'utilise dans 2 cas de figure différents. Le premier, c'est pour quand on a une courbe, par exemple, on a les 2 axes, hein, donc on a la courbe comme ça, et puis on a les 2 axes ici et ici. Ça, ce sont des axes. Un axis. L'autre cas de figure dans lequel on l'utilise, c'est pour les axes de commande de l'avion. Donc tout ce qui est roulis, tangage, lacet, etc. D'ailleurs, comment on dit l'axe de tangage en anglais? Tu peux me le dire, ça t'engage à rien. Pas mal. Pitch. Pitch, voilà, exactement, c'est ça. Donc, souvent, c'est plutôt maintain runway axis ou keep the runway heading. Maintain the runway heading. Voilà. Maintain the runway heading. Axe, c'est uniquement pour parler de tout ce qui est axe de commande. Effectivement, quand on veut parler de l'axe de piste, c'est after departure. Maintain runway heading.
ou parfois on dit aussi fly runway heading. Bon, ça c'est un truc qui Lolo arrive. Radar, il nous dit runway track. Ça Alors, se fait? Alors oui, parce que il y a deux choses. En fait, il y a le cap au sens, ton nez reste dans le même sens. Et après, il y a le track où effectivement, tu conserves la route de la piste. C'est-à-dire tu conserves. C'est-à-dire que s'il y a une dérive, il faut que tu ajustes pour rester vraiment dans la prolongation de la piste une fois en l'air. Ok. Voilà. Bon, bravo Nico. Nico, il avait trouvé. Ok. Bon, maintenant Cynthia. Alors, ça, Moi, c'est vraiment, intéressant aussi. je suis pour le partage. Nico, si tu veux y aller, c'est avec plaisir. Je perds toute ma crédibilité auprès de mes élèves là. Souvent, quand on apprend la phraséologie en français, d'ailleurs, je fais référence au livre de, je pense que c'est Zilio. Moi, j'avais eu le livre Jean Zilio quand j'étais enfant. Zilio, oui. Et lui, il parlait de ça aussi. Et quand il parlait de phraséologie, il disait que quand on était en espace contrôlé, on était dans la zone on était dans le domaine des pour. Qu'il fallait dire pour. Cynthia aussi a trouvé le Stroganoff fabuleux. Mais nous n'avons jamais dîné ensemble. Tiens donc, où j'ai bouffé alors? Et qui c'est cette Cynthia? Oh, on s'en fout. Super. Donc je le fais ou Est-ce que Cynthia va s'aventurer à le faire ou... Le chat l'encourage en tout cas. Le micro est coupé. Non, mais si, elle sait. Ah. Elle a fait exprès de couper son micro pour pas répondre. Qu'est-ce Quel que problème technique, je peux pas répondre. On n'a jamais de panne de micro dans la zone aéro. Request. Voilà. Request. Ouais. Live. Request live frequency. Ben, moi, j'aurais utilisé live, mais live, c'est. Alors, en fait, ce qui m'intéresse, c'est peut-être pas aéronautique. Pour. Comment est-ce qu'on traduit l'idée de pour? C'est surtout ça qui m'intéresse. Ben, request. Voilà. Oui, parce que c'est une demande. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est très important. Bon. Parce que Bon, ça va, je suis sauvée. J'entends très souvent les pilotes, quand ils demandent quelque chose en anglais, au lieu de dire request, qui est la phrasio, on va dire, standard, ils vont passer par for. Dans le sens où for, donc par exemple, j'entends ça quotidiennement à la radio avec des pilotes qui travaillent l'anglais en fréquence. Donc, le problème de ça, c'est qu'il y a, en fait, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que for, en général, on ne le prononce pas en anglais à la radio parce que ça peut être confondu avec le numéro 4. C'est la première chose. L'autre problème de ça, et j'ai déjà entendu ça sur VAS Aviation il n'y a pas longtemps, il y a eu un incident, un mini-incident, rien de bien grave, sur un aéroport américain, je ne me souviens plus lequel, où en fait il y avait je crois que c'était un A350 d'Air France qui approchait du point d'attente d'une piste et qui devait atteindre en fait la piste parallèle à celle-là. Et en fait, il voulait juste demander l'autorisation à traverser la première piste pour aller ensuite vers la seconde. Et en fait, en approchant du point d'attente, il dit au contrôle, il veut traduire en fait la phrase qu'il aurait peut-être dit en français. Il disait on approche de je crois que c'était la 28 gauche pour traverser. Et en fait, le problème de ça, c'est que pour lui, dans sa tête, quand il dit ça, il est en train de demander l'autorisation à traverser. Sauf que la manière dont il a traduit, ça a provoqué la panique chez le contrôleur, parce que ce qu'il a dit, il a dit ça. Donc, le problème de ça, c'est que le contrôleur américain, lui, il ne va pas interpréter ça comme une autorisation. Il va interpréter ça comme un fait accompli. C'est-à-dire une action. Ouais, ça veut dire que j'approche de la 28 gauche et je m'apprête à traverser. Voilà. En fait, il dit, quand on formule le message comme ça, on est en train de dire, je m'apprête à traverser, au lieu de dire, je demande l'autorisation à traverser. Voilà. Ouais, donc comme quoi, donc là, tu peut dirais engendrer plein de choses. C'est des subtilités, c'est vrai que faut apprendre. Hein.
Et donc là, tu dirais request approaching et tu dis cross quand même aussi? So, request to cross. Ah, ok. Request to cross, tout simplement. À chaque fois qu'on veut demander l'autorisation à faire quelque chose, request to cross. Et pour cet exemple-là, la phrase au standard pour ça, c'est request frequency change. Frequency change. Request frequency change. Voilà. Donc, quand on demande quelque chose, c'est au lieu de dire pour, for ou to, c'est plutôt request. Request plus la chose qu'on a envie de faire. Bah, impeccable. On en sait un petit peu plus et de toute façon, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir le lien qui est épinglé dans le chat de Lingua Hero. Vous avez toutes les ressources dont on a parlé tout à l'heure avec James. Voilà. Merci beaucoup, James. Merci, Nico. Merci, Cynthia, de vous être prêté en cobaye. Comme quoi ça marche, parce que j'ai vu la vidéo juste avant l'émission, puis finalement, tu vois, ça marche, quoi. Ah ouais, oh, mais il a triché, Nico, il a triché. Ah bah oui, non, j'ai révisé. C'est pas pareil, j'ai révisé. Il prépare ses sujets, hein. Attention. Hein. On dirait pas comme ça, hein. Il prépare. Hein. Bon, James, on te retrouve tout de suite pour clore cette belle émission, mais juste avant, on va parler du programme à venir des prochaines émissions de la zone. Hop, je vais l'afficher. Voilà. Donc, le prochain rendez-vous avec la zone aéro, ça sera la semaine prochaine. Rendez-vous le 22 octobre à 20h30, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir 3 pilotes et de parler de leur expérience en solo à bord des avions. Il y aura Sarah, il y aura Julie, il y aura Ariane qui seront connectés avec nous en visio. Et l'idée, c'est de partager. Elles ont donc des parcours un peu différents et c'est de discuter de leur première fois à bord de l'avion, que ce soit en voltige, sur une formation privée, sur une formation professionnelle. On aura beaucoup d'échanges et vous pourrez aussi discuter avec elles, puisqu'on sera normalement connecté en visio. J'espère que ça devrait marcher, parce que c'est la première fois qu'on aura autant d'invités, autant de connexions en même temps. Donc on verra. Donc c'est la semaine prochaine à 20h30 en direct dans la zone aéro. Puis la dernière émission du mois, ce sera le 29 octobre à 20h30. On parlera navigabilité, on parlera supply chain, donc tout ce qui concerne la maintenance, l'opérationnalité des avions par la gestion de la navigabilité d'une flotte. Eh ben, c'est un métier et c'est Donia Guichard qui viendra nous en parler le 29 octobre à 20h30, vous expliquer un petit peu les ficelles de ce métier un peu méconnu, mais qui pourtant est essentiel pour le maintien en l'air des avions. Et puis n'oubliez pas également la Ground School de la zone aéro, c'est cette opportunité qui vous est offerte gratuitement. Il vous suffit juste de l'assiduité, de vous inscrire avec le lien qui va apparaître dans le chat si un modérateur peut le mettre. Point d'exclamation GS pour Ground School. Vous remplissez le petit formulaire et s'il y a un minimum de 10 personnes qui sont inscrites, on pourra vous dispenser tous les modules du LAPL, du PPL théorique. Si vous êtes pilote, venir réviser avec nous, on reparlera un petit peu de tout ça. Si vous voulez devenir pilote, eh ben, on va vous donner des bases. Alors attention, hein, on n'est pas une école officiellement reconnu, mais on est quand même apte à vous délivrer un petit peu tout ça. Et puis en fin de saison, au mois de juin à peu près, on vous proposera un petit quiz en ligne avec tout le monde, sympathiquement évidemment, hein, il n'y aura pas de jugement ni rien du tout, mais de vous dispenser tous les modules nécessaires à l'obtention du brevet de pilote théorique, LAPL, PPL, puisqu'on sait à peu près la même chose. Et on sera tous là. Il y aura plein d'instructeurs qui seront présents, connectés. Il y aura à peu près un cours par mois, à peu près. Et on vous donnera les dates pour celles et ceux qui seront inscrits, encore une fois gratuitement. Inscrivez-vous, le lien, il est dans le chat. Donc n'hésitez pas. Voilà. Pour ceux qui veulent le passer, ceux qui l'ont déjà passé pour se remettre à jour aussi. Ça peut être pour les anciens pilotes qui veulent se mettre à jour de leur PPL. Exactement. C'est exactement ça. Voilà, on a fait le tour. Ce sera en semaine ou en week-end? Eh bien, ça va dépendre. Ça sera plutôt sur le week-end, je pense. On n'a pas encore fixé les jours. On verra. Peut-être qu'on fera un sondage entre tous les gens qui seront inscrits et on avisera à ce moment-là. Voilà. Merci, James. Ça y est, revenu à l'écran. Bah écoute, on a passé un bon moment. C'était cool. Ah, c'était chouette. Bah, merci pour l'accueil. Yes. Bah, comme d'habitude, hein. Écoute, tu es chez toi dans la zone aéro. Hein. Toujours le bienvenu, ouais. C'est vrai qu'on la présente pas encore en anglais. You're always welcome.
pour le public international, sait-on jamais. Voilà, il y a des gens qui te remercient. Ça sera ta résolution pour 2026, ce serait de faire une émission entièrement en anglais. Oui, bah alors là, on n'est pas couché. Bon, en tout cas, on t'applaudit. Il n'y a qu'une actualité qui va passer, hein. Ça va prendre 1h30. Il n'y a qu'une actualité. 10 ans, c'est pas possible. Merci pour cette émission, c'était top, nous dit Flavio. Merci James, c'était super top. Je me suis inscrit car j'ai tout oublié depuis l'obtention de mon brevet. Ah bah oui, c'est Free Flight. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez envoyer des remerciements à James, hein, vous avez les points de chaîne qui le permettent. Dans quelques instants, le générique de fin. Nous, on reste tous ensemble connectés, encore quelques minutes, James et tout le monde. Comme ça, on fait un petit débrief. Mais n'oubliez pas que dans un instant, juste après le générique, on bascule sur une chaîne, on fait un raid. Donc, n'hésitez pas à rester, envoyer. Vous avez vu dans le chat, Julot, il a posté les petits pictos, vous faites copier-coller. Et vous envoyez les émotes de la zone aéro sur la chaîne chez qui on arrive. À la semaine prochaine, le 22. Passez une bonne semaine. Fly safe pour ceux qui volent. Et à la prochaine dans la zone aéro. Merci les amis. Good night. Ciao, Good bye night. Bye. Good night. Have a good night. La zone aéro, l'émission. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe. La zone aéro, l'émission. La zone aéro, l'émission.